Bonjour, allez, entrez, venez. Vous pouvez prendre place ici. Ça me fait plaisir que vous ayez accepté mon invitation. Et je vais vous parler, je vais en profiter pour vous parler de ce que sera notre prochaine série web, qu'on va faire les entrevues web de Sophie vous reçoit en toute simplicité. Ça se veut une fois les entrevues, cette fois-ci, de façon beaucoup plus humaine. Je vais parler du développement personnel, je vais vous amener des personnalités, des personnes que j'aurais vues soit à la télé, soit à la radio, soit que j'aurais lu leurs livres, soit que j'aurais connues dans des conférences. Je veux vous les faire connaître, vous les partager parce qu'ils sont venus me chercher en dedans de moi avec quelque chose qui, soit par leur parcours, soit par leur partage. Je crois fortement que en vous mettant en évidence ces personnes-là, leur permettant de vous partager leur vécu et tout ça, pourra finalement apporter et vous faire réfléchir, vous aider ou aider des gens autour de vous. Et c'est le but de cette entrevue web que je veux faire. Donc, c'est un rendez-vous. À bientôt. Bonjour, à Sophie vous reçoit en toute simplicité pour notre première entrevue. J'ai le plaisir et le privilège, je dois dire, de vous présenter une personne qui est venue me chercher au niveau, par son parcours, par son authenticité, par son courage aussi. Et cette personne-là, je l'ai vue en première vue dans le reportage de District 31, enquêteur du SPVM à Montréal. Et cette personne-là a vécu des choses extrêmement pas faciles. Et comme je vous disais, ça fait preuve de courage. Et cette personne-là, c'est Martine Laurier. Bonjour Martine. Bonjour Sophie. Que je suis heureuse que tu aies accepté mon entrevue, de venir faire cette entrevue-là avec moi. C'est un privilège. Je te remercie beaucoup d'être là. Moi aussi, je te remercie, vraiment. Oui. Martine, pour débuter, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi, de ce que tu fais ou ce que tu faisais, OK? Ton parcours un petit peu parce que tu as été en technique juridique, tu as été policière, on l'a vu, bon, je parle de District 31, mais j'aimerais ça savoir un petit peu ton parcours, comment c'est arrivé, puis où est-ce que tu en es venu pour qu'on puisse arriver pour tes conférences, là. Donc, j'ai eu une carrière de police de 29 ans qui s'est terminée au niveau des enquêtes. Mais dans les 4 dernières années de ma carrière de police, j'ai perdu un ami. Okay. Un policier, un ami très cher à moi, par le suicide. Et comme dans ma carrière, j'avais eu des hauts et des bas, parce que je suis une femme qui est médicamentée depuis une vingtaine d'années pour un trouble anxieux généralisé et qui a passé à travers 2 crises suicidaires, hospitalisation, avec beaucoup de préjugés, beaucoup de tabous, beaucoup d'étiquettes sur mon dos. Quand j'ai vécu son suicide, moi, j'avais vu la lumière au bout du tunnel. Puis je me suis dit, non, c'est pas vrai. Si moi, Martine Laurier, a été capable de s'en sortir, il y en a plein d'autres qui peuvent s'en sortir. Alors, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je pourrais faire différent des autres pour qu'en quelque part, on cesse ce cercle-là. Parce que le milieu policier, c'est un milieu qui est dur. On porte des carapaces, on est catalogué comme des héros. On aide les gens qui n'ont plus de solution. Puis quand ça nous arrive à nous autres de ne plus avoir de solution, c'est pas bien vu, hein? On ne veut pas demander de l'aide. Ah, aussi? Parce qu'on se dit non, ça se peut pas, c'est nous autres qui aident les autres. Donc, je me suis dit, ma seule façon d'aider les gens, c'est de parler de ce que j'ai vécu. Sans être... oui, je suis consciente et je te remercie de trouver ça comme étant du courage. Mais ce que je fais, mais je te dirais que c'est plus un grand bienfait que ça me fait à moi de partager. Partager la souffrance que j'ai vécue, qui a été tout à fait réelle, puis que parfois, pour le commun des mortels, c'est pas tangible. OK. Puis quand j'arrive à l'expliquer en conférence, en atelier, en formation, on dirait que le langage que j'utilise fait en sorte que les gens comprennent. Peut-être par l'authenticité que j'ai. Donc finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait une première conférence à des collègues policiers à ce moment-là, et j'en ai fait d'autres par la suite. Ça m'a amené à écrire un projet. Et dans les 3 dernières années où j'étais encore en service, j'ai fait au-delà de 300 ateliers à mes collègues policiers. J'ai
2500 policiers à Montréal qui connaissent mon parcours. Mais je vais t'arrêter, Martine, on pourra continuer à ce niveau-là. Je veux savoir, toi, parce que tu as connu un moment où c'était plus fragile, où tu as dû vivre une situation, oui, tu as eu ton collègue ou que tu as connu quelqu'un qui a vécu le suicide, mais de ton vécu à toi, OK? Moi, ce que je retiens qu'on avait vu au reportage, et aussi de la conférence que j'ai pu aller te voir, parce que ça aussi, ça a été très... je vous le garantis, vous manquerez pas ça, parce que c'est très... comment je pourrais dire ça? C'est important, le message que tu laisses dans ta conférence. C'est lourd de conséquences quand on regarde le parcours de quelqu'un qui veut passer au suicide. Et c'est pas tout d'avoir un trouble anxieux, hein. Il faut aller trouver la petite bébite, puis trouver la flamme. Puis je pense qu'en l'ayant vécu, tu réussis à le transmettre pour les gens. Et ça, je trouve ça important. Fait que c'est pour ça que je veux que tu m'en parles aujourd'hui. OK. Parce que, c'est ça, comme tu m'as entendu, je commence ma conférence toujours en parlant de mon vécu. Parce que oui, Martine Laurier, c'est une femme qui est rentrée dans la police à 25 ans, mais qui était technicienne juridique avant, qui est rentrée dans la police mariée, qui a eu à surmonter, je vous dirais, le fait d'être les premières femmes à être rentrées au corps de police, dans un corps de police, avec des défis avec les uniformes qui n'étaient pas adaptés aux femmes, avec des autos de police qui n'étaient pas adaptés aux femmes, avec des stéréotypes où les femmes n'étaient pas appelées à conduire les autos, à arrêter des voleurs, à tomber enceinte. Tomber enceinte dans ce temps-là, c'était toute une histoire. Les uniformes, encore là, qui n'étaient pas pour nous autres, les fonctions qui n'étaient pas pour nous autres. Puis se débattre dans une grosse structure comme l'SPVM, tomber enceinte, puis avoir un arrêt de travail parce que tu es enceinte, puis qu'ils ne veulent pas accepter ta maladie, qui débute ton congé de maternité quand tu as 7 mois de grossesse, puis tu te dis, ben ça n'a ben pas de bon sens, on venait travailler, le bébé va avoir 2 mois. Alors, ce parcours-là que je raconte, puis tellement de choses, un mariage qui a déboulé, des épreuves qui se sont passées, l'autoconstruction d'une maison qui a amené à une dépression, un retour au travail avec un mari qui n'a pas compris la dépression, qui avait ses exigences, qui finalement, j'ai été agressée sexuellement par le père et j'ai pas porté plainte, je pouvais pas. Je suis une policière. C'est ça, c'est l'image hein, de l'héros. Puis de tout. Je pense qu'on vous mode à ça en tant que policier. Là. Tu veux pas perdre ce pourquoi tu es rentré au corps de police, c'est-à-dire parce que tu es une personne forte, capable d'en prendre. Alors, quand ça t'arrive et que ça vient chercher ta fragilité, tu gardes ta carapace. Puis tu veux pas crier à l'aide. Mais bon, j'explique que 18 ans plus tard, quand j'ai commencé à faire des conférences, il y a eu comme un élément déclencheur qui a fait que j'ai finalement porté plainte 18 ans plus tard. Pas pour mettre le père en prison, juste pour qu'il y ait une équité au niveau de oui, c'est vrai, il y a un crime qui a été commis. Et ça a été accepté au tribunal. Et puis finalement, je ne suis pas allée jusqu'à procès, j'ai retiré la plainte. Mais ce qui est important, c'était que le père avoue devant le juge qu'il y avait un crime qui avait été commis envers moi. Et dans ces dédales-là, quand tu fais face à tout ça, ces défis-là, où tu élèves des enfants seuls, tu priorises les enfants, ma fille avait un TDAH, alors ça fait une charrette qui se remplit. OK? Avec plein de choses, des problèmes financiers, séparation, divorce veut dire avocat, veut dire frais, veut dire beaucoup de sous, donc un budget serré. Et quand la charrette devient très, très pleine, tu te demandes où est-ce que tu te réalises là-dedans. Et la seule place que je me réalisais, c'était à ma job. J'étais fière de ce que je faisais à ma job, jusqu'au jour où j'ai eu un pépin à ma job, où j'ai eu un problème administratif avec des superviseurs qui a fait qu'on m'a menacé de me suspendre ou de me muter ailleurs, ce qui a fait que mon système n'a pas été capable d'en prendre. Et là, les 4 roues de la charrette ont débarqué. Et puis, je suis tombée dans une crise suicidaire sur les lieux du travail où les gens autour de moi ne s'en sont pas rendus compte. Je suis juste partie de là en pleurant. Et, la soupape a sauté, comme on dit. Dans ma tête. Mes fils se sont touchés dans ma tête, la soupape a tombé. Et tout ce que je voyais, c'était que de la noirceur.
J'ai été comme une automate. Mhm. Je suis allée ramasser mon arme à mon travail, à mon lieu de travail, dans mon casier. Je l'ai amené avec moi. J'ai ramassé les enfants à l'école. Je les ai couchés, j'ai fait leur routine. Et là, après, j'ai mis, quand ils ont été couchés, j'ai mis mon arme sur la table du salon. C'était en mars 1999. La maison était dans la noirceur la plus complète. Et là, tu te bats avec ton arme. 38 Smith Wesson, canon 2 pouces, chargé. Là, tu te demandes, c'est-tu lui ou c'est moi? Tu as froid, tu trembles. Je m'étais emmitouflée dans ma doudoune, dans ma couverte, dans mon divan. J'avais donné le dernier bec aux enfants avant qu'ils s'endorment pour la nuit. Ils ne savaient pas eux autres que c'était la dernière fois. Moi, c'était clair dans ma tête. Que je ne pouvais plus vivre avec cette souffrance-là. Mm. Tu ne veux pas vraiment mourir. Tu veux juste arrêter de souffrir. C'est tellement lourd en dedans que tu ne penses pas aux conséquences que ça va faire aux autres. Oh, on me l'a demandé. Oui, mais ça aurait pu être tes enfants qui t'auraient découvert. Ouais. Ben, tu n'y penses pas à ça. Tu n'es que dans ta grosse image de ton toi-même. Parce que de toute façon, à cette époque-là, je me disais, dans cette nuit-là, je me suis dit, je ne suis plus une bonne mère de toute façon. Je ne suis pas une bonne policière. Je ne suis pas une bonne personne à aimer. Tu ne te voyais plus, il n'y avait plus rien de positif Non. pour toi, là. Non. J'ai pas passé à l'acte. Mais on dit souvent dans la prévention suicide que les enfants sont un facteur de protection. Mm-hmm. Possiblement que c'est les enfants, sans même le savoir, qui m'ont empêché de passer à l'acte. Le lendemain, fait la routine, j'ai envoyé les enfants. Je n'allais pas nécessairement mieux, mais j'étais comme une automate. Je les ai envoyés à l'école et puis j'ai appelé au travail pour me mettre en maladie. Et c'est une collègue qui était là-bas au travail qui était à mes côtés depuis des mois. Et puis, qui savait que j'en revenais de vacances, finalement. Ça se pouvait pas que je sois absente. Mais savait la réunion que j'avais eue avant avec mes superviseurs qui faisaient en sorte que ça avait pu me secouer. Donc, elle s'est emmenée à la maison avec un autre collègue. Je les ai laissés rentrer. J'aurais pu refuser. Ils ont vu l'arme chargée, ils ont appelé le programme d'aide des psychologues du service de police. J'étais suivie, hein. OK. Et puis, c'est pas un facteur de protection d'être suivi quand tu... ça ne t'empêchera pas de faire une crise suicidaire. Mm-hmm. Et là, ils ont parlé au responsable du programme d'aide. Et il leur a dit de m'amener à la Cité de la Santé en psychiatrie. Et à ce moment-là, je peux juste vous dire que de passer de l'uniforme à jaquette d'hôpital, c'est tough en tabarouette. Mais c'est même pas ça qui est le pire. C'est de savoir que faut que tu la remontes, la pente. C'est ça qui est le plus dur, de la remonter, la pente. Parce que ça demande énormément d'efforts. Par la suite, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs jours. La famille a été interpellée. J'ai été absente du travail à peu près 6 mois. Mais je l'ai remontée. C'est d'avoir le courage de la remonter. Mais c'est pas là que mon trouble anxieux a été diagnostiqué. Ça s'est fait pas mal plus tard parce que j'étais suivie par un médecin, puis que le médecin voyait bien que j'avais des hauts et des bas continuels. Puis là, on se questionnait, puis on analysait tout ça. Et puis finalement, un jour, il me dit, écoute, t'es une petite pilule de bonheur, ça te tente pas? Je dis, une pilule de bonheur. OK, c'est quoi ça? Bref, il m'a expliqué qu'avec les épreuves que la vie m'avait amenées, il y avait comme un débalancement chimique dans mon cerveau au niveau de la sérotonine et de la dopamine. Et puis à ce moment-là, il me comparait ça à un diabétique. Tu sais, un diabétique, en quelque part, il y a un problème de son taux de sucre. Il y a un glucomètre pour checker son taux de sucre. Puis c'est ça qui va diriger la dose d'insuline qui va s'injecter. Mais ça, c'est accepté, ça, par la société. Tu sais, moi, dans ma job de policière, je faisais souvent de la filature.
entre autres avec un collègue qui était diabétique. Et puis quand on fait de la filature, on part plusieurs heures dans une auto. Fait que t'amènes ton lunch. Et puis lui, il amenait sa seringue, son glucomètre, son lunch. Mais c'était tout à fait normal. Moi, puis un bracelet en plus pour dire à tout le monde, je suis diabétique. Alors, si je fais une crise de diabète, vous allez savoir, puis vous allez m'aider. Moi, dans les dernières années, j'ai dit à mon médecin, ça ne vous tente pas d'inventer un glucomètre pour la sérotonine puis la dopamine. Parce que j'aimerais ça, le checker le niveau là-dedans, pour prendre la bonne dose. Parce que la seule façon de checker ma dose, c'est de parler de mes émotions. Tu vois, quand tu me dis ça, moi, ce qui me vient, c'est si on avait ça, il faudrait que ça soit plus tabou, que ça soit vu, que ça soit entendu par les gens. Oui. Parce que même quand tu es sorti, là, mettons, de l'hôpital, parce que tu dis de passer de l'uniforme à la jaquette d'hôpital, mais il faut que tu remettes ton uniforme puis que tu repartes, toi, là. Oui, c'était dur pour toi, mais il y en a combien d'autres gens que toi-même, tu as dû rentrer à des endroits comme ceux-là, quand que, parce qu'on en est plein dans la société. Quand ils font des tentatives de suicide, il faut que tu fasses face à tout ça. Mais de faire face à tes coéquipiers, quand tu ressors de là... T'en parles pas, Sophie. Est-ce que ça te dit, quand tu vas à l'hôpital, tu vas être étiqueté, ou est-ce qu'ils te disent de pas parler de ça du tout? Il n'y a pas personne. À cette époque-là, quand c'est arrivé, il n'y a pas personne qui m'a accompagnée dans le retour au travail. Ça a été tabou, ça a été caché. Je dis souvent que je me suis cachée entre le J-Proc et la peinture, puis il y avait encore trop de place. Je marchais entre la tête, entre les deux jambes. Je souffrais dans le silence. Je sentais le jugement des gens. Je savais que tout le monde le savait, personne ne m'en parlait. C'était terriblement souffrant. C'est comme si c'était écrit sur ton front. C'est ce que tu sens, toi. Mais en même temps, puis t'es terriblement honteuse de ça. Tellement honteuse, tellement... écoute, là, ton estime de soi, là, il n'est pas plus gros que la graine dans le tapis. C'est vraiment, là, c'est troublant. C'est vraiment troublant. Et j'ai remonté la pente. J'ai fait ma job. Je ne suis pas retournée travailler à la même place. Okay. Mettons que les boss qui étaient là, j'avais décidé que j'allais... On avait la beauté de la chose au service de police d'avoir plusieurs sections, donc j'ai transféré de place. M'imaginant que personne ne le saurait, ben oui, m'imaginant que personne ne le saurait. C'est pas trop long, hein? Ça non, tout ceci. Mais Narcisse, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur pour dire, moi là, je vais faire des formations au sein des corps policiers, parce que je pense que tes premiers ateliers ont été faits au sein de la police même, parce que toi, avec ton expérience, tu pouvais voir l'impact que ça pourrait avoir, puis ce que les policiers doivent vivre à tous les jours, puis qu'ils ne pouvaient pas parler, ou ce que toi, là, tu prends conscience, je pense, d'une chose, là. C'est que, dans mon parcours, si tu me permets de fermer la boucle, c'est que, bon, j'ai été médicamentée. Il y a eu la période où il a fallu que j'accepte la médication. Période difficile. Et j'ai eu une rechute, une deuxième crise, mais pas parce que j'étais en détresse psychologique, c'est que j'ai pas été fine avec la médication. Tu sais, les médecins me disent tout le temps, prends pas de boisson avec ça. Bref, je suis sortie, j'ai pris de la médication, donc je me suis retrouvée dans une spirale où ma sérotonine était débalancée. Et ça s'est passé dans le milieu de travail, donc ça a eu des conséquences dans le milieu de travail. L'histoire encore s'est propagée et j'ai eu des années à être obligée de changer de place parce que je fuyais ce que le monde pensait de moi. Je me suis replacée avec les années, mais quand j'ai eu le décès d'un collègue, pour ne pas le nommer, Guy Germain, un ami à moi, c'est un enquêteur, qui s'est suicidé parce que lui-ci a vécu des choses que je connais, que je nommerai pas ici. Ça ne m'appartient pas, mais qui aurait pu être aidé autrement. Je me suis dit, non, regarde, c'est parce qu'il faut commencer à en parler, là. Moi, j'ai souffert de ce silence-là. Et j'étais convaincue, c'est le message que je recevais, que j'étais assez forte et assez éloignée aussi dans le temps de mon histoire pour être capable de me servir de mon histoire, de cette faiblesse-là que j'ai toujours été considérée comme étant une faiblesse, parce qu'on m'a étiquetée, parce qu'on m'a dit que c'était une marginale, parce qu'on m'a dit que c'était un cas problème. J'ai toujours imaginé que j'étais une femme comme ça. J'ai pris ça, puis j'ai dit, garde, je vais en faire une force.
et je vais parler. Ne sachant pas du tout ce que ça allait donner. Mon premier commandant, quand j'ai demandé la permission de faire la conférence dans une journée de formation, il m'a dit, pour pas me dire, es-tu folle? Il m'a dit, t'es-tu sûre de bien vouloir, parce qu'il savait pas ce que j'avais vécu. Il m'a dit ça, puis j'ai dit, garde, j'ai 26 ans de service, si ça marche pas, je prendrai ma retraite. OK. Fait que tu voyais, c'était quoi ma porte de sortie? Mais oui, c'était ta porte de sortie, mais moi, ce que je remarque, c'est que tu étais déterminée à faire une différence quelque part parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Je voulais plus me taire. C'était trop souffrant de voir qu'on n'en parle pas, on en perdait d'autres. Mais moi, je savais qu'on pouvait s'en sortir en parlant. C'est la seule façon. Sophie, est-ce que tu connais d'autres moyens de prévention, santé mentale ou suicide que de parler, toi? Non. On va voir des psys pour parler. On va voir des psychiatres, des psychiatres. Il faut sortir. Il faut parler ce qu'on a en dedans. Donc, finalement, j'ai dit, ben, je vais montrer l'exemple. Ça en prend une. J'étais dans les premières femmes, première fille enceinte. Ah, puis j'ai même eu une des premières femmes avec un jugement de pension alimentaire non imposable. Je peux juste te dire que ça a amené aussi ces débats. Fait que j'ai dit, bon, ben, regarde, je vais être la première policière active au Québec à parler de sa santé mentale. Et dans les faits, j'ai été la première. Je me le suis fait dire par le psychologue en chef du programme d'aide des policiers. Puis que j'ai dit que tu étais courageuse tantôt, ça sonnait faux pour toi. Moi, je pense que ça m'entrait dans ta barnouche, là. Disons que dans ces années-là, quand tu rentrais dans la police, il fallait que tu aies un peu un front de bœuf, je te dirais, là. Excuse le langage. Non, une détermination à toute épreuve. Ouais. Puis je pense que malgré parfois que je trouve ça lourd, que je flanche, que même encore aujourd'hui, je mets des genoux parfois à terre parce que j'ai besoin d'aide, j'ai cette détermination-là de vouloir poursuivre ce trajet-là parce que je me dis, même si on est policier, pompier, ambulancier ou tout être humain qu'on soit, je souhaite qu'un jour, la santé mentale arrive au même niveau que la santé physique, puis soit vue par les gens de la même façon. C'est un problème de santé. Moi, j'aimerais ça, là, en quelque part, prendre ma tête des fois et la faire saigner. Tu ris, mais c'est vrai. De la faire saigner. Pour que les autres comprennent, hey, c'est une maladie. Parce que c'est tellement plus compréhensible. Est-ce que je pourrais prendre ma tête qui saigne, l'amener à l'hôpital, la déposer là, comme quand on va au garage, tu sais? Tu la déposes là, soignez-la, m'en reprendre plus tard. J'aimerais tellement... C'est en quelque part, je pense, la mission que je me suis investie. J'ai souffert, Sophie, puis des fois, je souffre encore aujourd'hui. De ce que ça peut amener comme ravage des problèmes de santé mentale dans tes relations avec ta famille, avec tes enfants, dans tes relations de couple. C'est un défi. Mais ce défi-là ne peut être relevé que si tu en parles. Et pour le savoir, on a une facilité à aller se cacher dans l'isolement. Parce qu'on a honte, parce qu'on ne sait pas quoi aller palper, quoi aller chercher, à quoi se raccrocher. Comment composer avec ça? Je ne suis pas meilleure qu'une autre. J'ai juste décidé d'en parler pour faire une différence. Parce que ce que je m'aperçois quand les gens m'écoutent, c'est qu'ils se reconnaissent dans ce que je dis. Fait que mon message ne tombe jamais dans le vide. Je fais lever la main en début de conférence. Qui c'est qui a eu des maux de dos? Tout le monde lève la main, ou à peu près. Qui c'est qui a eu une opération? Tout le monde lève la main. Mais quand tu commences à leur dire, qui c'est ici prend des médicaments en santé mentale? Oups, il y a un petit peu moins de mains. Puis si en plus tu rajoutes qui a fait une tentative de suicide, là, il n'y a pas beaucoup de mains. C'est sûr. Puis je pense que, et là, l'importance de vigilance élève dont tu parles, et là, est-ce que tu as amené, pour toi, tu fais des ateliers, tes formations, tes conférences, mais ta mission à toi, là, que tu t'es imposée, que tu as dit, moi, c'est ça que je veux faire, c'est laquelle? Je veux que tu la dises, OK? Parce que moi, je la connais, mais je veux que tu me la dises. Ma mission, c'est de faire baisser les tabous en santé mentale, puis de faire en sorte qu'on baisse le taux de suicide au Québec. On a 3 suicides par jour au Québec, c'est trop. C'est énorme. Énorme. Puis ça touche autant la jeunesse, un peu plus les hommes, les aînés. Puis, en 2018, je ne peux pas comprendre avec tous les médias sociaux qu'on a,
qu'on ne puisse pas parler de ça. Encore récemment, dans des émissions de télévision, si moindrement on aborde le sujet, c'est camouflé ou c'est caché. Moi, haut et fort, je me suis présentée dans des émissions où j'ai dit non, je vais vous le dire ce que c'est moi. Je vais vous le dire parce que je souffre plus de ne pas en parler que d'en parler. Et Vigilance ML s'est développée. Pourquoi? Parce que j'ai commencé dans le milieu policier. Quand j'ai pris ma retraite, mon objectif, là, quand j'ai commencé active, j'étais encore active au service de police, c'est qu'il y en ait d'autres qui parlent, comme moi. Mais il n'y en a pas eu. Pendant les 2-3 années que j'en ai fait, il n'y en a pas eu. Je prends ma retraite, puis là, ils sont un peu embêtés parce qu'ils voudraient continuer le projet parce que ça va bien. Des commentaires super positifs. Et j'ai sauvé des polices du suicide. Et ils me disent, ben Martine, tu t'en vas à la retraite, alors regarde, on va te garder. Alors, j'ai été embauchée par mon syndicat, qui m'a permis de continuer parce que maintenant, je ne peux pas faire tout ça à mes frais. Non, je comprends. Et de ce fait, par la suite, j'ai été appelée pour une émission Deux filles le matin, ensuite District 31, ensuite Denis Lévesque, et ça a fait que ça a apparu dans les médias et j'ai reçu des commentaires. Là, j'ai dit, bon, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Tout à fait. Fait que j'ai mis sur pied Vigilance ML. J'ai cette facilité de l'exprimer pour le commun des mortels. Et je pense j'ai mis beaucoup de spiritualité dans ma vie. Et je pense que c'est lui en haut qui a décidé que ça passerait par ma bouche. Mon chemin s'est fait, mon chemin se fait sans que je décide de rien, Sophie. Les gens arrivent sur mon parcours, les places où je parle, ça s'est fait sans que j'aille à bûcher. Et tous les jours, je me demande si je dois continuer. Moi, je te dis que oui. Puis j'en suis convaincue. Et je suis certaine que bien d'autres pourront, même par le biais de ça, je souhaite que ça puisse élargir, puis que tu aies des appels, que tu puisses faire tes conférences parce qu'ils vont faire une différence, Martine. Ça, j'en suis convaincue. Puis même, je veux que tu me dises le plus beau commentaire pour toi que tu as reçu depuis que tu fais tes ateliers, que tu parles de ça, celui que toi, tu te rappelles, que tu as pu recevoir, qui t'a fait dire « je suis à la bonne place ». C'est ça que je veux faire, puis je sens que j'ai fait la différence, ne serait-ce que pour cette personne-là. Écoute, Sophie, je te dis que j'ai beaucoup de monde en tête. Entre autres, un lieutenant du service de police dans mes 2 premières années qui m'a carrément dit que je lui avais sauvé la vie. Je suis allée chez lui. Je l'ai rencontré à une couple de reprises parce que je ne l'ai jamais trompé personne. Je me prends pas pour une psy, je me prends pas pour une psychologue ni une psychiatre. Mais quand il arrive pour écouter, pour comprendre sa souffrance, puis ensuite essayer de rediriger vers autre chose, je suis là. Je te dirais qu'il y a eu ce lieutenant-là, mais en même temps, tu sais quoi, après avoir passé à Denis Lévesque, j'en ai eu pour 3 jours à répondre à des médias sociaux. Là, je me suis dit, mais voyons donc. Je pense qu'il y a une raison d'être de ça. Puis là, je prépare ma propre conférence pour la première fois pour le 18 novembre prochain. J'ai récemment, cette semaine, mis ça dans les médias sociaux. Mais tous les jours, même tu vois ce matin, parce qu'un trouble anxieux, c'est ça. Un trouble anxieux, c'est quelqu'un qui a plein d'hamsters dans sa tête, qui se questionne tout le temps, qui se remet en question dans le positif, mais souvent dans le négatif. Tout à fait. Alors, tu vois encore ce matin, j'ai-tu ma raison d'être? Je m'en venais faire ton enregistrement, puis je me disais, mon Dieu, mais c'est-tu vraiment important ce que je dis? Est-ce qu'il va y avoir du monde dans ma conférence? J'ai peur. J'ai très, très peur. Mais c'est humain d'avoir peur. Non? Oui. Oui, t'as raison. Mais je pense que, en tout cas, quand on vit une situation comme celle-là, parce qu'on est fragilisé, hein, on n'est pas à l'abri de rien, et tu le disais toi-même à ta conférence, oui. Et tu sais, je suis contente que les gens le disent, parce qu'on devient plus conscient. Et je pense que c'est avec cette façon-là qu'on apprend à maîtriser. Et ce qui m'amène à te demander, tu as dit tantôt d'en parler. La médication peut être une aide. Est-ce que pour toi, elle est une obligation? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être au départ ou qui doit être toujours? C'est une grande question. C'est une grande question parce que je pense qu'elle doit être soulevée parce que la problématique souvent qu'on entend, et tu sauras me corriger, c'est
s'il n'avait pas cessé sa médication, ça n'aurait pas fait ça. Si... Tu permets? Oui, certainement. C'est quelque chose qui... Moi, ça me parle, puis c'est pourquoi que je veux avoir ton opinion là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une opinion. On a le droit d'avoir l'opinion qu'on veut, là. Okay? Je te dirais qu'il y a 3 écoles de pensée. OK. Pas une, pas 2, 3. Il y a celle qui dit, bon, la médication est nécessaire. Il y a celle qui dit, ben, c'est juste dans sa tête, elle a juste à se programmer positivement, puis ça va passer. Puis il y a ceux qui n'aiment pas la médication, qui disent, moi, je vais y aller avec les produits naturels. C'est correct. Moi, je suis pas une fervente des produits naturels. Puis avec mon bagage puis mon expérience, parce que bon, je vais pas embarquer ici, mais j'avais déjà des idées suicidaires dans l'enfance. Mais en 1962, quand je suis née, puis les années d'après, on n'en parlait juste pas. Je suis consciente que la médication fait une différence, puis non, ça ne sera pas avec du positif, puis de jour en jour, je vais de mieux en mieux, puis si je me dis ça 3 ou 4 fois par jour, puis ça va passer. Non, je ne crois pas à ça. J'ai un médecin qui me suit depuis 20 ans, puis encore récemment, je suis allée le voir, puis on échangeait là-dessus parce que je me remets continuellement en question. Et je lui disais, mais moi, je pensais qu'en prenant ma retraite, parce que je n'étais plus policière, là, que j'allais être guérie, que mon anxiété venait de ma job. Pas du tout. Je me suis trompée royalement. Je pensais aussi qu'avec les années, je pourrais peut-être diminuer le dosage. Puis c'est le contraire, je suis un peu obligée de l'augmenter. La vieillesse fait que tu te questionnes plus, que tu deviens un petit peu plus stressé, anxieux. Ce que tu étais capable de surfer dans tes responsabilités, bon, tu es moins capable de le faire. Je viens de mettre ma maison en vente. C'est des choses qui font que l'anxiété augmente. Je suis obligée d'augmenter le dosage. Mais le médecin m'a dit, mais quand est-ce que tu vas comprendre que tu as une machine dans ton cerveau, comme un moteur, qui va s'encrasser si la sérotonine, la dopamine ne passe pas comme il faut. Le Celexa que je prends génère la sérotonine pour permettre au moteur de tourner normalement. C'est assez simple à comprendre, ça? Non, mais je te l'ai-tu schématisé assez simplement? Oui, oui. Fait que, puis je te le dis, il faut que je l'ai même enregistré, le médecin, pour que je le réécoute. Parce que dans ma vie de tous les jours, on a parfois des gens que tu croises dans ta vie qui ont tendance à vouloir te convaincre que ce que le médecin dit n'est pas vrai, qu'il y a d'autres alternatives que la médication. Et je te dirais, il n'y a pas juste la médication, elle fait une partie de la job. C'est ça. Mais là, tu viens toucher pas mal le point que moi je veux... ouais. La médication a fait une partie de la job et elle ne le fera pas toute. J'ai aussi fait des thérapies. J'ai aussi beaucoup mis de spiritualité, de méditation. Et je fais beaucoup de cheminement personnel, en plus de médication. Mais je ne peux pas la mettre de côté. Ça serait, excuse l'expression, venant d'une ex-policière, je me tirerais dans le pied. Puis j'augmenterais ma souffrance. Okay. Par contre, c'est un défi encore aujourd'hui d'accepter ça. Puis encore là, mon médecin me l'a dit. Ben oui, mais il dit, t'es pas moins bonne parce que tu prends des médicaments. Est-ce qu'un diabétique, parce qu'il prend son insuline, c'est une moins bonne personne? Non. Ouais. Mais moi, des fois, parfois, encore aujourd'hui, je suis un trouble anxieux et je me considère comme une moins bonne personne parce que j'ai un trouble anxieux. Je suis moins facile à être acceptée comme je suis. Donc, tu parles au niveau relationnel. Oui. Et au niveau familial, parce que je sais dans le reportage, je reviens un petit peu, ta fille a eu... on a eu le plaisir de la voir. Hein? Elle oui, a partagé. Ça m'a touché beaucoup qu'elle partage ça. Oui, parce que c'est quelque chose, parce que d'être à côté des personnes, d'accompagner des personnes qui vivent des troubles anxieux ou de maladies mentales ou qui ont des tendances suicidaires, c'est pas toujours jojo pour eux non plus. Et je me rappelle ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait vu un changement chez toi, l'amélioration de quand tu étais plus la même personne quand que ces choses-là arrivaient. Et de revoir comment aujourd'hui tu fonctionnes à travers tes conférences, à travers tes ateliers. Pour elle, c'était vraiment merveilleux parce qu'elle retrouvait sa mère. Oui. Et c'était, en tout cas, j'en ai la chair de poule à te le dire, là. Je trouve ça tellement bien parce qu'il faut le dire, puis il ne faut pas se leurrer. Oui, il y a la société, mais il y a le côté familial. Et je pense que les gens ont une responsabilité
côté familial. Les amis ont une responsabilité dans tout ça, dans le sens d'en parler, justement. D'avoir des références. Si on veut pas que tu n'en parles, ben ils comprendront pas. Si tu en parles, ils vont comprendre. Es-tu d'accord avec moi? Ou... Écoute, Sophie, je te dirais tout un défi. Pourquoi? Moi, je suis pas gênée d'en parler. Mais même à ça, tu vois, moi, j'ai une soeur, j'ai un père, j'ai une mère qui sont encore vivants. Donc, mon père, ma mère, j'évite d'en parler un peu parce qu'ils viennent d'une autre génération, donc la compréhension n'est pas nécessairement toute là. Mettons que c'est mieux maintenant. On voit à la télévision, fait que il dénote plus le courage maintenant à travers tout ça. Ma soeur comprend mieux qui je suis maintenant, moins de jugement. Mais j'ai été jugée par ma famille. Mes enfants, c'est pas évident côtoyer une mère avec un trouble anxieux, en plus policière, qui a eu des hospitalisations, il y a eu des grands bouts qui n'ont rien compris de ce qui se passait. Aujourd'hui, à 27, 28 ans, après avoir entendu tout ce que j'ai dit, il le voit très, très bien comme une façon de le verbaliser qui n'est pas comme une victime. Et je ne veux pas être victimisée dans ces témoignages-là. Je fais très attention parce que c'est pas pour ça que je parle. Je veux pas être prise en pitié. Je veux qu'on reconnaisse le cheminement qu'on peut faire avec ça. Alors, aujourd'hui, ils le perçoivent différemment, mais c'est quand même un défi de tous les jours. Tu dois en même temps te prendre en main, en même temps faire ton propre travail, en même temps avoir un filet de sécurité parce que tu sais que tu peux pas tout faire la job, mais en même temps, tu veux pas devenir un poids pour ton entourage. Donc, le dosage de ça, là, pour faire la sauce parfaite, là, c'est un défi. C'est un job, hein? C'est une job. C'est un job à temps plein. Oui, définitivement. Oui, donc il faut parler. Martine, je t'écouterai pendant des heures. OK? J'aimerais ça que tu dises aux gens où on peut retrouver. Je pense que tu as Oui, j'ai ma page Facebook, Vigilance ML. J'ai mon site Internet, Vigilance ML aussi. J'aimerais ça profiter de ce que tu me présentes aujourd'hui si vous avez la chance de venir me voir le 18 novembre. C'est à quel endroit? C'est au Days Inn, l'hôtel Days Inn à Laval, sur Curé-Labelle. C'est à 14h dans l'après-midi. Il y a un coût minimum de 20 $. Les billets s'achètent plus les taxes sur Eventbrite. Il va y avoir des dons. Je me suis mis en partenariat avec le Centre de prévention suicide Le Faubourg, qui est ma région, sur la Rive-Nord. Et il y a des dons qui vont être faits à cet organisme-là pour continuer qu'il y ait des lignes d'écoute. Eh oui. Je te remercie infiniment. Je t'adore. Puis je vous remercie tout le monde. J'espère que ça a reçu vous plaire. Merci. Merci beaucoup. Merci.